Aujourd'hui, je voudrais vous parler du réseau Talitha Koum, qui a pour mission, entre autres, de sensibiliser le public dont vous êtes, de préférence les jeunes, les sensibiliser aux tristes réalités de la traite humaine. Hélas, la traite humaine sévit encore de nos jours de façon sournoise. C'est dans ce cadre, donc, de sensibilisation à cette traite que je suis allée, durant ces derniers mois, seule ou accompagnée par un père missionnaire d'Afrique, à la rencontre de jeunes dans des paroisses ou autres groupes. À la rencontre de jeunes pour les sensibiliser. Et je voudrais vous partager aujourd'hui une conclusion que je retire de ces rencontres. Cette conclusion, c'est la question. La traite, s'agit-il d'invention, de mythe ou vraiment de réalité? La question est là. La traite, c'est-à-dire la migration clandestine, les contrats mensongers avec de fausses promesses d'un Eldorado, est-ce une réalité ou une légende pour détourner les amateurs d'aventure et d'une meilleure vie? Depuis que je suis engagée dans le réseau Talitha Koum de lutte contre la traite des personnes, je fais des séances de sensibilisation, surtout auprès des jeunes, mais aussi auprès des femmes. Je projette des films relatant des mésaventures concernant la migration clandestine, mais aussi la prostitution non choisie ou le commerce d'enfants. Dans ces cas-là, je projette des films, je fais donc confiance aux journalistes qui ont réalisé ces documentaires en Libye, au Koweït ou ailleurs. Mais au cours de cette petite expérience, depuis 2021, cette confiance a été confirmée par des témoignages en direct. Je vais vous prendre des exemples. Dans un groupe d'adultes responsables de mouvements ou services, des chrétiens, une jeune femme, demandent la parole et nous racontent. Un jour, j'ai reçu un appel téléphonique. On me proposait un contrat de travail pour la France, un poste intéressant, bien payé. On allait me procurer les papiers nécessaires au voyage. Par acquis de conscience, j'en ai parlé à ma grande sœur. Ma grande sœur m'a posé des questions. Elle m'a aidé à réfléchir, à vérifier certaines données, un peu floues. Finalement, elle m'a convaincue et je ne suis pas partie. Des amis sont partis et je ne les ai plus jamais revus. On a appris qu'elles avaient péri en mer. Et cette femme conclut: si ce n'était pas grâce à ma grande sœur, sans doute que je ne serais pas là aujourd'hui avec vous. Un autre exemple, dans un autre groupe, cette fois-ci ce sont de jeunes apprentis. Après avoir regardé un film sur le départ, le périlleux voyage à travers le désert, la captivité en Libye, les rançons demandées aux parents par téléphone, oui, on met les personnes au téléphone, on les frappe, on les torture pendant qu'elles parlent à leurs parents et elles vont supplier en pleurant d'envoyer de l'argent. Telle est la façon de les rançonner. Autre mauvais traitement suivi par les jeunes qui ont quitté la Côte d'Ivoire, souvent par Daloa. Après avoir assisté, par image, à plusieurs tentatives d'embarquement sur des bateaux de fortune et finalement un rapatriement forcé, une jeune fille du groupe nous confie: un jour, sans rien nous dire, mon frère est parti et nous ne l'avons plus jamais revu, après des mois d'attente et d'angoisse. Quelqu'un m'a proposé de m'aider à partir.
J'ai pensé à mon frère et j'ai refusé. Elle avait les larmes aux yeux tandis qu'elle nous parlait et nous aussi étions émus. Un troisième exemple, nous venions de regarder un documentaire sur les enfants esclaves de Cotonou. Des enfants amenés du Togo pour les faire travailler sur le grand marché de Cotonou. Travail sans horaire, sans respect de la fatigue de ces enfants qui portent de lourdes charges, qui manquent notoirement de sommeil et même de nourriture, qui sont rudoyés par leurs patronnes, des enfants exploités, non scolarisés. Après avoir vu ce documentaire, nous échangeons avec le groupe. Une petite nous dit « C'est comme ça que je suis arrivée à Abidjan. Une tantille est venue me chercher au village. Elle a dit à mes parents qu'elle allait me mettre à l'école, qu'elle allait me placer chez une amie à elle qui s'occuperait bien de moi. Mes parents étaient contents, et moi aussi. Et je me suis retrouvée au marché, à travailler du matin au soir, à porter des bagages, transporter des caisses. Plus question d'école. D'ailleurs, je n'en avais plus la force. Que les récits des journalistes ne sont pas des inventions, le fruit de leur imagination. C'est bel et bien la réalité, la triste réalité. Tout autour de nous, aujourd'hui, des jeunes et même des adultes sont interpellés. On leur fait miroiter un travail intéressant, bien payé, dans de bonnes conditions. Et tout cela se révèle bientôt tromperie et mensonge. Des mères de famille peuvent se laisser prendre au piège, elles aussi, laisser leur commerce, parfois même leurs enfants, pour courir après un rêve fallacieux, la promesse d'un Eldorado qui n'existe pas. On leur promet de fournir tous les papiers, passeport, visa, pratiquement à domicile. Quand on sait comment ça se passe dans les ambassades ou les consulats pour avoir les papiers, il faut prendre un rendez-vous personnel. On prend votre signature, les empreintes, une photo numérique. Quand on voit toutes les tracasseries de l'administration, avouons qu'il faut être bien naïf pour croire les promesses et entrer dans ces combines. Mais les escrocs savent la faiblesse de ceux à qui ils s'adressent. C'est d'autant plus révoltant. Que conclure de ces expériences? Des personnes qui se voient sans avenir, déçues de leurs conditions de vie, qui manquent de travail, qui sont dans la pauvreté, eh bien ces personnes, elles sont prêtes à tout pour tendre vers une vie meilleure. Et d'un autre côté, des personnes malveillantes, sans scrupules, avides de gains, sont prêtes, elles, à utiliser tous les moyens pour arriver à leur fin. Tromper, attirer dans des pièges, et Internet est bien utilisé pour ce faire, les techniques modernes, tout cela facilite beaucoup la rencontre entre ces deux catégories, ces deux groupes. Et pourquoi je viens parler de cela aujourd'hui? Eh bien, je viens en tant que membre de Talitha Koum, et le but de ce réseau, c'est de mettre en garde les victimes potentielles. C'est pour leur recommander de vérifier les dires, les promesses des trafiquants qui veulent les escroquer, souvent même pour de fortes sommes. Une promesse ne vaut pas un contrat en bonne et due forme vérifiable. Et mieux vaut connaître un peu le pays où l'on vous propose de partir. Si possible, avoir des contacts dans ce pays. En cas de difficulté, ça peut être utile. Conseil, ne jamais donner son passeport ou papier d'identité sans les récupérer, encore moins son argent. C'est triste à dire, mais il faut apprendre à se méfier même de ses amis.
Des jeunes sont trompés par leur famille, leurs proches. Des filles sont trompées par leurs copains. Oui, ça existe. Et tout ça pour de l'argent. Alors, soyez prudents. Sachons auprès de qui prendre conseil de façon sûre. Ceci dit, les voyages sont une bonne chose, mais dans des conditions normales, légales, sûres. À bon entendeur, salut, que Dieu vous garde et vous protège. Avant d'accepter votre bénédiction, qui nous va droit au cœur d'ailleurs, sœur Danielle Rosière, je rappelle que vous êtes religieuse xavière et que vous appartenez au réseau Taïtakoum. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les conseils. On a entendu les exemples, hein, ils sont intéressants, mais les conseils. Est-ce que vous pouvez revenir sur les conseils point par point, s'il vous plaît? Les conseils, essentiellement, c'est de vérifier ce qu'on vous promet. D'accord. Comment est-ce que je pourrais vérifier ce qu'on me promet ou ce qu'on promet à mon enfant ou ce qu'on promet à mon neveu si celui-ci a envie, une très folle envie d'aller en Europe? Pour lui, c'est la gamme. Pour lui, c'est le point. Pour lui, c'est le gain. Pour lui, c'est la réussite assurée. Et puis moi, j'ai quoi? Le monsieur qui vient vers moi, la dame ou l'organisation qui vient vers moi, d'abord, c'est une structure. Et quand elle est organisée, c'est encore plaisant avec des cachets, tout et tout et tout. Mais si elle est organisée, c'est-à-dire que c'est un grand réseau de trafiquants, d'êtres humains, si jamais c'est avéré. Alors, ce monsieur, il vient vers moi. Il me dit, vous faites ci, on vous délivre une lettre d'invitation qui vous permet d'aller avoir votre visa, le billet d'avion, vous ne le payez pas, il faut ci, ainsi de suite. Comment moi je peux vérifier que ce qu'ils me donnent comme information sont justes? Merci pour cette bonne question. C'est sûr que ce n'est pas facile. Et vous avez bien dit, plus le réseau mafieux est grand et organisé, et moins c'est facile. Et en plus, quand la personne est vraiment motivée et qu'elle n'a qu'une envie, c'est de partir, parce que c'est son rêve, parce qu'ici ça ne va pas, elle sera moins ouverte à vraiment vérifier. D'abord, je voudrais dire, au niveau des papiers, c'est que personne ne peut vous procurer un visa. D'accord. C'est vous-même qui devez aller au consulat, à l'ambassade du dit pays, et c'est vous, je l'énumérais tout à l'heure, qui allez signer, qui allez mettre vos empreintes, on va prendre votre photo. Personne ne peut faire ça à votre place, ça il faut le savoir. D'autre part, c'est vrai qu'un contrat, on peut faire de faux papiers. À ce moment-là, puisque très souvent on aime bien utiliser Internet, je pense qu'on peut aller sur Internet, vérifier si la dite entreprise qui vous embauche existe. Et il y a aussi des manières sur Internet de voir, de vérifier ce qui est faux et ce qui est invention. Donc déjà, vérifiez que votre employeur est réel, vérifiez le lieu où on vous envoie, le pays. Je vais vous donner un petit exemple, et c'est quelque chose d'incroyable, mais un monsieur qui voulait partir parce qu'il trouvait qu'ici il ne gagnait pas assez, ça n'allait pas, donc il voulait partir. Partir où? Il ne savait pas trop. Bon, il a entendu du Qatar, parce qu'il y a le foot là-bas et tout ça, il dit, bon, moi je vais partir au Qatar. Bon, vous ne connaissez pas beaucoup plus. Et voilà qu'on lui fournit les papiers, et sur le papier, on voit qu'il a un visa pour le Koweït. Okay. À l'aéroport, on lui donne ça. Alors déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est d'un illogisme. Il faut vraiment être aveuglé par son désir de partir, mais il faut, je crois, ouvrir les yeux sur les réalités. Parce qu'il y a combien de morts dans le désert? Il y a combien d'esclaves en Libye? La mer Méditerranée, on dit, est un cimetière. Donc ne soyons pas une victime de plus. D'accord. Donc pour les vérifications, c'est ça. Et puis, méfions-nous, parce que ce qui est systématique, c'est à l'arrivée du lieu, on vous prend vos papiers. Et vous vous trouvez sans papier, sans argent, dans un lieu inconnu. Vous êtes pieds et poings liés. Si vous êtes une femme ou une jeune fille, vous voyez ce qu'il va vous rester à faire pour gagner votre vie. Mmh. Et ce n'est pas forcément ce que vous avez choisi. Toujours sur la question de la vérification. La question de la traite me tient tellement à cœur que
J'ai fait plusieurs émissions là-dessus. J'ai été conférencier moi-même à la radio. Je n'avais vraiment pas idée qu'il y avait une organisation comme Talita Kum qui existait. Donc là, c'est une aubaine pour moi. On va vérifier les papiers. On dit un visa. On parle du visa Schengen, qui est bon pour plusieurs pays. Donc, si vous dites, je vais au Qatar, c'est pour le Qatar que je suis en train de postuler, et puis vous envoie un visa, et vous fait savoir que non, Qatar, Koweït, c'est un peu comme le Schengen de l'autre côté là-bas, c'est la même chose, vous faites comment? Si on Abou Mentir, qui vient de loin et qui est détenteur de l'aide. Il dit, je veux vous aider, moi. Il prend le langage du malin. Je veux vous aider, moi je veux vous soutenir, c'est ce que vous me dites. Ah non, si vous ne voulez pas, je vous laisse ça. Tout de suite, votre réalisme disparaît. Moi, je crois que la première aide, quand un jeune est contacté, c'est sa famille. Ou un ami vraiment en qui il a confiance, qui va l'aider à se poser des questions. Parce qu'on est très mauvais conseiller pour soi-même, surtout si on est aveuglé par un projet. Donc, j'ai pris le cas tout à l'heure de cette jeune femme qui a eu la sagesse d'aller parler à sa grande sœur. Et elle était fâchée avec sa sœur qui voulait la dissuader. Hein. Mais finalement, elle s'est rendue compte que sa sœur lui permettait de prendre du recul. Quand on est aveuglé, il faut trouver quelqu'un qui vous aide à prendre du recul. D'accord. Ma sœur, vous savez, dans cette histoire de conseil, on dit, si quelqu'un n'a pas la même vision que vous, il faut s'en départir. Et que ceux qui n'acceptent pas votre vision sont de mauvais conseillers, alors que ce sont de belles critiques qui peuvent vous aider à objectiver. Alors, vous approchez votre sœur, et puis en Afrique, très souvent pour voyager, pour prendre l'avion, c'est en catimini. On le fait très souvent quand on est arrivé, et puis on appelle pour dire « Ah, je suis en France, je suis en Italie. » Depuis 1 mois, depuis 2 mois. Mais on se dit, à cause des sorciers et des sorcières qui pourraient mettre du sable dans notre affaire, notre objectif, notre rêve, on fait en catimini, on préfère travailler avec des personnes inconnues. On préfère faire confiance en ces personnes-là que de faire confiance à ses propres parents. Pour la question même du passeport, vous pouvez faire ça. Dès que vous dites à quelqu'un, j'ai mon passeport, ici on ne prépare mes documents pour... Il y a des jeunes qui sont là. Ils n'ont pas eu le visa. Parce que quelqu'un a caché subtilement leur passeport et puis ils ne sont plus partis. Et puis après, on a dit c'est la sorcellerie. Ça, c'est un élément. Ce que vous dites, je vous comprends. Mais en même temps, il y a quelque part quelques interrogations qui se posent. Sœur Agathe voudrait s'inviter dans notre causerie. Bonjour ma sœur, comment vous allez? Je vais bien. D'accord. Alors sœur Agathe, elle est religieuse NDP, elle est dans l'organisation, à côté de sœur Danielle Rosière, qui elle est la coordonnatrice du réseau Talita Kum. Oui. Merci bien monsieur Kipré. La question que vous pouvez poser est très pertinente. Cette histoire de traite ou d'aller à l'aventure, on ne maîtrise pas tous les contours. On a beau être préparé, on a beau chercher à prendre les précautions qu'il faut pour ne pas tomber dans ces histoires, faussement, souvent on tombe dedans. Donc quand c'est comme ça, nous on se dit quoi? Moi personnellement je me dis quoi? La grâce de Dieu nous accompagne. On prie pour que le Seigneur nous aide à bien voir où on va si on est chrétien. Et même quand on est chrétien et qu'on est omnibulé par cette histoire, cette idée d'aller à l'aventure pour un mieux-être, quel que soit ce qu'on va dire, on ne percevra pas l'importance des conseils qu'on va donner, la qualité. La qualité. La qualité ou bien les préventions qu'on va donner. On le constate avec vous, les religieuses et les religieux, les prêtres. Quand on dit, par exemple, vous êtes affecté pour une mission donnée en Espagne et qu'on n'a pas toutes les garanties possibles, il est affecté, elle est affectée, la personne est là, elle est ici parce qu'on n'a pas les garanties. Elle n'est pas inscrite, on n'a pas le visa, vous ne pouvez pas partir. Si vous n'êtes pas inscrite, on ne peut pas vous laisser partir. Et tout de suite, le candidat va penser que on n'aime pas sa personne et on veut repousser. Si comme c'est lui, on voit... Non, l'Église est prudente. Et l'Église a de la ressource.
l'évêque, il sait qu'il a eu affaire à un tel problème. Son fils est allé une année, ça n'a pas marché, et puis il a végété. Donc aujourd'hui, là, on dit il est affecté en Italie, il est affecté aux études, il est affecté sur telle paroisse. Mais tant qu'on n'a pas eu le visa qui procède d'une méthode, il faut que vous soyez inscrit, qu'on ait votre hébergement, qu'on ait l'invitation, qu'on ait l'accord et l'argent pour vous accompagner. Si on n'a pas ça, vous n'allez pas. Donc on voit des prêtres, l'année pastorale, on dit ils sont affectés aux études, ils sont là autour, avec nous encore. Les parents ne comprennent pas, eux-mêmes ne comprennent pas, il y en a même qui entrent en rébellion. Et ça, on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas maîtriser le contour du flux migratoire. Je vous écoute. Encore autre chose, dans l'intervention de la sœur, elle disait qu'il faut qu'on aille sur le net, par exemple, les structures, ils sont très structurés. Aïe! C'est subtil. Voilà, c'est-à-dire ils ont tout. Mais quand on arrive de grands informaticiens. Voilà, quand on arrive à destination, c'est là qu'on se rend compte qu'on a été dupé. Donc, nul n'est à l'abri. Seulement, c'est la grâce de Dieu. Si on a persisté, insisté qu'on est parti, qu'on n'en est pas mort, que Dieu nous ramène, ça fait un témoignage. Donc, moi, je me dis que c'est la grâce de Dieu qui accompagne. Protège. Voilà. D'accord. Voilà. Et même là, elle a parlé du passeport. Ma sœur, pour qu'il y ait passeport, c'est que j'ai commencé les étapes. Il m'a conseillé, non, il faut avoir un passeport. Pour le passeport, aujourd'hui, c'est structuré au niveau de l'État du Côte d'Ivoire. On dit, allez à la banque, vous prenez un ticket et puis vous allez de l'autre côté et vous faites votre passeport. Il vous dit, payez votre passeport, payez votre billet pour le passeport, tout, vous faites le passeport, tout ça. C'est pour cela qu'il peut le récupérer à la descente. Parce qu'il connaît, il a sa vision, il a son objectif à lui. Arrivé, il vous dit, bon, donnez-moi le passeport parce qu'ici, on vole trop. Et puis, il vous bloque le passeport. Là, vous êtes déjà dans le piège. Et c'est compliqué à gérer. C'est quand, à un moment donné, les médias ont commencé à parler de l'esclavage qui se tient en Libye, et ainsi de suite. C'est là que je me suis dit, mais attendez, si on leur arrache le passeport, c'est que le monsieur ou la personne, le candidat, a dû préparer normalement son voyage. Et puis, j'ai été surpris de savoir qu'on pouvait aller à pied en Italie, en passant par les pays limitrophes, ainsi de suite, en car. C'est là qu'on voit donc ceux qui meurent dans la Méditerranée. Donc, vous faites bien de venir nous aider, mais il y a des parents qui accompagnent, je le disais tout à l'heure, il y a des jeunes qui le font à l'abri de la connaissance de leurs parents, mais il y a des parents qui accompagnent leurs enfants. Ils sont de bonne foi, ils veulent bien faire partir leurs enfants, et puis tous, on se fait gruger. Parce qu'on n'a pas fait confiance à la bonne structure ou à la bonne personne. Déjà, il faut exclure le fait de faire confiance à un individu qui est seul et qui travaille seul. Ça, c'est compliqué à gérer. De ce qu'on a eu à dire, vous avez la sœur Agathe vous a donné le temps de réfléchir, donc on vous écoute, ma sœur. Moi, je voudrais dire qu'actuellement, on est dans le cas de quelqu'un qui est décidé à partir. Oui. Et rien ne pourra le faire reculer. Alors, ça, si vous voulez, c'est le deuxième volet qu'on envisage à Talitha Koum. D'accord. C'est l'accompagnement des jeunes qui ont décidé, qui partent. Alors, on fait tout ce que j'ai dit tout à l'heure, les aider à vérifier, des conseils à l'arrivée, etc. Ce qu'on peut faire encore, c'est leur donner des adresses, des contacts. Ah, d'accord. Pour que dans le pays d'arrivée, le pays de destination, ils puissent, s'il y a un problème, avoir recours. Et c'est là l'avantage d'un réseau international, voire mondial comme Talitha Koum. Non. Sœur Danielle, vous êtes en train de me dire que Talitha Koum s'ouvre à conseiller utilement ceux qui ont envie de partir. C'est pas tout à fait ce que je vous dis. Ceux qui ont décidé de partir, on sait qu'on ne peut rien leur enlever de la tête. Oui. On va essayer d'éviter le pire. D'accord. Et on va essayer de leur donner certains conseils, comme ne pas se dépouiller de leurs papiers, de leur argent, et puis leur donner des adresses pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue, qu'ils puissent avoir une antenne Talitha Koum, et c'est là que je dis le réseau. Mais dans un premier temps, vous essayez de voir, est-ce que vous les dissuadez? Est-ce que c'est important? Je voudrais, ça c'est le deuxième volet de Talitha Koum. Qui n'a pas encore commencé? Qui n'a pas encore commencé? Qui a déjà commencé? Pour nous ici, ça dépend si on rencontre les gens, mais pour le moment, on n'a pas beaucoup rencontré de cas. Vous êtes ouvert à cela?
on est ouvert à cela. Mais je voudrais venir sur le volet qui est le plus important pour nous actuellement. C'est en amont. D'accord. C'est de les dissuader. C'était ce que vous me demandiez. Si. On veut les dissuader. Et pour le moment, c'est là qu'il y a essentiellement notre action. Oui, là, On fait des actions de sensibilisation. Je viens vous voir. Talita Koum, bonjour. J'ai écouté votre émission. On dit que vous avez des contacts, parce que c'est ce que je vais retenir. C'est ce qui m'intéresse. Vous avez des contacts de l'autre côté qui pourraient m'héberger. Je suis vraiment intéressé. Il y a longtemps, je veux partir. J'ai de l'argent. Voilà. J'ai pour mon billet d'avion. Et puis ici. Et puis il va se rendre compte qu'il a de l'argent. Combien vous avez? J'ai 1,5 million. Ça fait même pas le coût du billet, en fait, le coût du billet et voilà, l'hébergement de 2 semaines. Alors, à ce monsieur, on va dire, vous voyez, vous voulez partir en Italie. Il y a une université là-bas et l'université fait 20 millions. Il doit se dire, ah, il y a un problème. Je me suis complètement trompé du tout au tout. Mais quand il est décidé, il viendra vous voir. Oui, je suis vraiment intéressé. Donc, déjà par dissuasion, en essayant de d'élaguer les éléments, de corriger sa façon de penser, de voir les choses, en disant, mais vous avez combien sur vous pour partir? Où est-ce que vous allez manger? Où est-ce que vous allez rester? Chez qui vous allez rester? Est-ce que vous avez une adresse là-bas? Vous allez faire quoi là-bas? Non, je vais me chercher. On ne peut pas se chercher comme ça dans les pays d'Europe actuellement où il y a déjà beaucoup de gens, beaucoup de chômeurs. Ici, on ne croit pas. Il y a des chômeurs là-bas? Des Européens chômeurs et des sans domicile. Non, ma soeur, non, c'est en Afrique qu'il y a des chômeurs. En Europe, il n'y a pas de chômeurs. Sans domicile fixe, ils dorment dans la rue et pour ne pas avoir trop froid, ils se mettent sur les bouches d'aération du métro. Non. Ou ils dorment à côté de leur chien. J'ai entendu des gens dire des choses, mais là... Non, vous exagérez, ma soeur. Vous exagérez. Vous êtes sûr que vous êtes religieuse, là? Non, je ne crois pas. La prochaine fois que je vais en France, je vais prendre des photos des SDF si vous voulez coucher sur les bouches de métro. Vous me direz que j'ai truqué les photos. Non, monsieur, là, ils sont... Non, mais de toute façon, si vous êtes décidé à partir, c'est pas moi qui vais pouvoir vous enlever. Vous enlevez ça de la tête, mais d'accord. Ce que je vais essayer de faire, c'est ce que j'ai commencé, ce que nous avons commencé, là où nous sommes, contacter des groupes de jeunes et leur dire, voilà ce qui se passe actuellement dans le monde. Voilà ce qui peut vous arriver. On peut vous proposer ceci, cela. Sachez qu'il y a beaucoup de mensonges là-dedans. Sachez qu'il y a des gens qui, pour de l'argent, sont prêts à n'importe quoi, à vendre leur petit ami, éventuellement à des copains. Ça existe, les trafics des petits amis pour avoir de l'argent. Bon, il y a des gens qui sont totalement sans scrupules. Alors, prenons des groupes. Nous, on part à partir d'images, de films, parce que ça parle beaucoup. Quand on voit vous avez parlé d'esclaves en Libye, quand on voit des hommes enfermés dans une cage, eh bien, on se rend compte que c'est pas de vaines paroles. C'est ce que je disais en titre. Est-ce que c'est une invention ou est-ce que c'est une réalité? C'est un peu mon propos aujourd'hui. C'est de faire passer le message que c'est une réalité, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité. Et que l'homme du 21e siècle est prêt à beaucoup de bassesse pour gagner de l'argent. Alors, disons cela à des groupes. Dans les paroisses, on a les groupes de jeunes, on a les groupes de femmes, de la FEC. Actuellement, moi, j'essaye de passer dans les organisations de quartier. Je suis en lien avec des jeunes responsables du Comité national des jeunes et on va faire une formation et ils vont faire ensuite des sensibilisations. D'accord. Parce que nous, on est très peu nombreuses, on est très prises, donc notre but, c'est de faire une formation de formateurs pour que les choses se diffusent. Super. Donc le premier volet de Talita Koum, c'est la sensibilisation pour que les gens sachent ce qui existe et pour les mettre en garde. Les mettre en attitude de méfiance. Je terminais en disant, soyez méfiants. Bon, on ne peut pas non plus... ailleurs, dans le discours de l'Église, on dit qu'il faut faire confiance. Mais là, je crois que notre Père Saint-Ignace, je vais le citer au passage dans Bonne Xavier, n'est-ce pas? Il parle de discernement. Il faut savoir d'où vient, de quel esprit je parle. Sœur Agathe parlait de la grâce de Dieu, oui, mais le tentateur est là. Et le tentateur, il sait se changer en ange de lumière pour nous tromper. Tout ça, ce sont des réalités. Donc, premier volet de Talita Koum, la sensibilisation tous azimuts. Et là, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui à la radio. C'est ce que nous sommes en train de faire à la radio. Super. Deuxième volet, essayer d'éviter le pire avec ceux qui partent, s'ils nous le disent, mais ça serait rare qu'ils nous le disent. Troisième volet,
ceux qui reviennent. On voit actuellement, il y a des jeunes qui reviennent de Tunisie, où il se passe des choses pas brillantes. D'accord. Vous savez, ma sœur, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous parlez, ça me fait des tonnes de questions. Le thème déjà, c'est la traite mythe ou réalité. L'année 2022, j'avais une nounou à la maison. Ça allait tout bien. Hein? Et puis, elle s'est levée un après-midi. Et heureusement pour nous que la grand-mère était là. Elle a laissé la petite à la maison. Elle a pris un sachet poubelle. Elle est allée vider la poubelle. Elle n'est plus revenue. On dit gloire à Dieu. Elle aurait pu partir avec la petite. Oui. Mais elle a pris le sachet poubelle. Elle est allée comme si elle partait vider la poubelle. Elle n'est plus revenue. Une semaine plus tard. Elle avait mis la petite dans la poubelle. Bon, une semaine plus tard, son oncle nous appelle, Danyama, son Mapawé, nous informons que notre chère petite, qui nous demandait de suivre avec un peu plus de sévérité, de ne pas lui permettre de manger le même repas que nous, à la même table que nous, on lui a dit non, nous sommes chrétiens et on ne fait pas comme ça. Il dit ah non, vous la gâtez. Dès qu'elle arrive, on lui a donné un téléphone. Et non, non. Quand elle allait pour la visite parentale, il a bloqué le téléphone. On lui a dit non, vous ramenez le téléphone, c'est le téléphone du domicile. Donc il faudrait qu'elle ait son téléphone. Il dit non, 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 c'est pas comme ça. Bon, on pensait qu'il avait juste récupéré le téléphone pour son utilisation personnelle. Il a dit non, on ne fait pas comme ça. Effectivement, la petite, elle est partie. Quand je dis la petite, c'est une dame. Et puis, une semaine, il nous appelle pour dire on réclame une rançon. Comme vous l'avez signifié tout à l'heure. Voilà, ils nous ont dit si on ne réagit pas avec 2 millions, 2 millions 500, ils vont juste, ils vont la zigouiller. Elle dit aussi sèchement. On dit mais c'est pas possible. Bon, après, il ne nous est pas revenu. Parce qu'elle était partie sans nous dire au revoir. Elle nous avait laissé vraiment dans un émoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, mythe ou réalité, c'est une réalité. J'en ai fait les frais. Ça m'a permis de faire des émissions au niveau de la radio. On va poursuivre un tout petit peu encore dans vos recommandations là. Parce que ça me donne des questions. Vous avez parlé du retrait du passeport dans les conseils que vous avez donnés. Vous pouvez revenir dessus? Oui, je peux revenir. Ce que je sais, c'est que dans tous les témoignages, vous avez des conseils. Que ce soit des adultes ou des jeunes, quand ils arrivent à destination, la première chose, on leur prend leur passeport. Oui. Oui. Là, maintenant, est-ce que lui peut lutter, elle peut lutter contre ce monsieur-là qui se joue le bienfaiteur et qui lui prend son passeport? Alors, vous avez tout dit dans qui se joue le bienfaiteur. Si la personne fait confiance à son dit bienfaiteur, elle ne peut rien. Si elle part en déjà une certaine méfiance, elle sait que le passeport, on passe devant un guichet, on le montre à l'agent et on le récupère. Mais je n'ai pas besoin d'une tierce personne, je suis adulte, je suis mature et je n'ai pas besoin que quelqu'un me prenne mon passeport et aille le montrer. Donc je donne mon passeport et je le récupère. Exemple, là encore, on allait en Israël il n'y a pas longtemps avec une organisation sous le prétexte qu'on ne parle pas l'anglais et qu'on ne veut pas avoir de soucis avec les Israéliens qui sont un peu tatillons sur les vérifications. On a récupéré nos passeports. Et puis après, on nous les redistribue. Mais le mec qui sait ce qu'il fait, il les récupère, il dit non, par rapport à la langue, à la barrière de la langue, donnez-moi vos passeports. Vous donnez. L'italien, vous donnez. Le russe, vous donnez. Parce que c'est le dévancier, c'est lui qui connaît l'environnement, tout ça. La confiance. Mais si vous ne faites pas confiance, mais déjà là, en évoquant la barrière de la langue, nous sommes cuits. Oui, mais là, vous parlez déjà d'Italie et tout ça. Il faut déjà avoir franchi beaucoup de... On n'arrive pas comme ça en Italie. Hein. Soit on affronte... Bon, si on prend l'avion normalement, il n'y a pas de problème. Sans savoir que le trafiquant peut intervenir là. Mais souvent, dans les cas que nous avons de cette migration irrégulière, ce sont des gens qui n'ont pas les documents nécessaires, qui ne prennent pas de billets d'avion et qui partent par des détours impossibles
et que, par exemple, des jeunes Ivoiriennes, il y a beaucoup de migration en France, il y a beaucoup de migrants ivoiriens, j'étais très étonnée, mais c'est un fait. Eh bien, dans ces migrants, il y en a qui veulent aller en Europe, mais ils vont transiter en Tunisie. Par les pays... Et en Tunisie, on va leur dire bon, ben, votre voyage s'arrête ici. Et maintenant, ben, vous allez là. Au mieux, on les place dans une famille pour travailler. Et au pire, eh bien, on les largue comme ça, et sans papier, ni parfois avec peu d'argent. C'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup donc qui veulent partir en Europe et qui se retrouvent arrêtés en Tunisie. Et il y en a d'autres qui avaient négocié un travail en Tunisie. Là, on est très innocent et très naïf si on croit ça. Billets d'avion, de car, de tout ce que vous voulez, il n'y a rien de gratuit. Et si vous n'avez pas payé au départ, il faudra payer à l'arrivée. Et là, vous avez une dette qui peut durer des mois et des mois, parce que comme par hasard, c'est jamais la dette n'est jamais remboursée, il faut toujours continuer, d'autres mois de travail, donc sans salaire. Et je vous dis, une jeune fille sans travail, sans salaire, sans papier, sans rien, bon, si elle a un travail, elle va être exploitée. Si elle n'a pas de travail, eh bien, ça serait une autre exploitation. Et on arrive à l'exploitation sexuelle. Aidez-moi, une fois, au cours d'une émission, j'énumérais quelques éléments utiles en disant, si vous avez envie d'aller à l'extérieur, soyez certain d'avoir une formation. Ben, ça, c'est sûr. Soyez certain de pouvoir faire quelque chose de vos 10 doigts et une méthode de travail, des outils dans la tête qu'on va essayer, avec une autre formation sur place, de parfaire pour vous aider à vous orienter. Sans ce cas-là, ne bougez pas. Parce qu'on se dit, non, je m'en vais à l'aventure, je vais faire tout. Tout ce qu'on peut faire avec les mains, avec les pieds, voilà. Mais on ne sait pas ce qu'on dit. Vous savez ce que vous allez faire dans les rues d'Italie, dans les rues de Paris, ailleurs, si vous arrivez là-bas vivant, hein, en plus. Si ça c'est le meilleur des cas, vous allez balayer les rues. Oui, que vous ne balayez pas ici. Que vous ne balayez pas, surtout pas, vous auriez honte. Là-bas, vous allez balayer les rues. Parce que justement, les Français, ils ne veulent pas faire ça. Les Italiens ne veulent pas faire ça. Donc il faut trouver, à un moment donné, c'était les Algériens qui faisaient ça, parce qu'on avait beaucoup de migrants algériens. Donc, c'est ce que vous allez faire, ou alors vous allez ramasser les ordures. Encore que maintenant, c'est mécanisé et c'est un métier qui n'a rien de honteux. On vous équipe et vous faites ça. Mais ça veut dire qu'il y a une formation avant. On voit beaucoup d'Africains. Alors, dites-vous, tout à l'heure, vous avez crié, mais qu'il y a des chômeurs en Europe. Il y a des gens qui n'ont pas justement de diplôme et de qualification professionnelle et ils ont beaucoup de mal à trouver du travail. Alors, vous arrivez, étranger, encore si c'est en France, vous parlez la langue, mais si c'est en Italie ou en Allemagne, vous êtes étranger, sans qualification, sans langue, qu'est-ce que vous voulez que même des gens de bonne volonté fassent de vous? Si ce n'est, j'allais dire vous recycler, enfin dans le bon sens du terme, vous donner une formation professionnelle. Mais maintenant, je voudrais revenir à autre chose. Tout à l'heure, on a parlé de sommes importantes qu'on donne aux passeurs. D'ailleurs, des sommes qui sont beaucoup plus chères. Moi, je m'arrive assez souvent quand même de prendre des billets pour la France. L'aller-retour, ça n'arrive pas à 1 000 euros. On essaye toujours de négocier entre 500 et 1 000 euros. Donc, on vous fait payer des... Bon, 1 euro, c'est 656 faits de CFA, donc vous allez multiplier si vous voulez. Mais il y a des gens qui partent avec des millions. Alors vraiment... Qui vendent leur voiture, leur maison. J'ai envie de leur dire, qu'est-ce que vous pourriez faire avec des millions en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne pourriez pas investir dans un commerce, une petite entreprise? Ou alors maintenant, il y a de plus en plus, on incite de plus en plus les jeunes à créer leur entreprise. L'auto-entreprise. L'avenir, on est à ça. C'est plus... d'aller quémander un poste dans des entreprises saturées où, au pire, il faut avoir des bras très longs pour être recommandé à avoir un poste. Mais si vous avez un peu d'argent, eh bien, investissez, faites quelque chose et en plus, vous allez avoir toute votre créativité, votre intelligence, vous allez mettre ça au service, vous allez peut-être créer des emplois
et vous faites quelque chose pour votre pays, au lieu d'aller nourrir le passeur et sa famille, si encore il nourrit sa famille. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, merci à vous, sœur Danielle Rosière. Vous êtes religieuse Xavier. Vous êtes venue aujourd'hui chez nous parler de ce thème, la traite des personnes mythes ou réalité. Merci pour ce que nous avons appris de vous, pour ce que vous avez voulu partager avec nous. Merci pour votre disponibilité et pour le combat que vous menez. Il est très noble et vous méritez d'être soutenu. Que tous ceux qui pensent pouvoir vous aider entrent en contact avec vous. Vous aider, pas forcément de l'argent, mais vous aider dans la diffusion de la bonne information, de l'information juste. Des puits d'information où on peut orienter utilement. Fort heureusement, aujourd'hui, avec les ambassades, tout se fait sur le net. Pour être sûr que c'est l'ambassade qui vous a convoqué et qu'il n'y a pas d'arnaqueur par derrière. Et on peut vérifier pas mal d'informations aujourd'hui, mais sur le net, c'est vraiment un vaste pays. Et sans coaching, sans aide, sans orientation, on peut se perdre dans ce grand vide. C'est pour cela que Talitha Kum devrait vraiment avoir des tentacules, des représentations, de petits bureaux, ça et là, ou des personnes ressources avec qui on peut parler. Ne demande que ça, d'avoir des volontaires, d'avoir des gens qui nous rejoignent. Ici. On souhaiterait que, bon, on parle d'abord de ce qu'on connaît le mieux de l'Église, on souhaiterait que dans chaque paroisse, il y ait des personnes relais. Ensuite, les organisations qui en aient des relais. Peut-être, pourquoi pas des associations, j'allais dire des centres sociaux, mais je ne sais pas si les centres sociaux pourraient faire ça. Mais voilà, nous aurions besoin, parce que nous, pour le moment, nous sommes une poignée en Côte d'Ivoire. D'accord. Avec beaucoup de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Super. Donc, si je suis assistant social en poste quelque part, je peux vous contacter pour qu'on puisse mieux m'outiller sur ce que fait Talitha Kum et comment essayer de conseiller utilement ceux qui pourraient venir dans nos bureaux. Exactement. Super. Si je suis un jeune de paroisse, responsable du comité jeune ou d'une chorale, je peux vous appeler pour que vous puissiez m'aider à mieux m'informer sur la traite des personnes, les conséquences, tout, pour que je sois capable de conseiller mes frères et sœurs. Super. Voilà, donc on va s'arrêter là aujourd'hui et puis la prochaine fois, on va continuer parce que le chemin, il est très, très, très long. Merci à vous. Merci à vous. Voilà.